Tac, tac, tac. Normalement, on est bon. Alors, pour rappel, on est aujourd'hui sur une séance d'atelier sur les nouveaux tableaux France Compétences. Donc, on est avec Mélanie de chez Edways Advisory, que je laisserai se présenter, qui va redécrypter un petit peu ces différents tableaux. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure si vous avez des questions ou si aussi vous les avez déjà complétés et que vous avez des petits tips à partager à ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à nous le dire, soit dans le fil de discussion, soit en levant la main. Je vous donnerai la parole au fur et à mesure, comme d'habitude. Donc voilà, on va avoir une première partie d'atelier qui sera la majeure partie d'atelier sur ces parties de tableau. Et puis, à la fin de la présentation de Mélanie, je vous parlerai un petit peu plus en détail des données d'insertion. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas forcément Digiform Assertive, je vous expliquerai rapidement comment ça fonctionne, cette collecte d'informations avec le logiciel. Voilà pour ça, Mélanie, je vais te laisser la main. Ok, merci Léa. Et puis merci pour l'invitation. Donc, je suis Mélanie Cadar, je suis directrice du pôle Headway Quality and Accreditation, qui fait partie d'un plus gros cabinet qui est Headway Advisory. Et donc, notre pôle est dédié vraiment à l'accompagnement des établissements dans tout ce qui est certification, accréditation, labellisation, tant en France que étranger. Donc, nous avons pas mal de casquettes. Et aujourd'hui, on va parler des tableaux, des nouveaux tableaux d'insertion de France Compétences. Donc, c'est quelque chose qui a évolué au fil des années. Je ne sais pas si vous vous souvenez des vieux dossiers dans lesquels les tableaux étaient intégrés au dossier, qui étaient difficilement manipulables, où on mettait juste les initiales des certifiés. Ensuite, il y a eu cette création de fichiers Excel, qui était plutôt une bonne idée en soi, parce que ça permettait déjà de sortir cette masse d'informations, parce que selon la taille des promos, ça pouvait être juste imbuvable, et de passer donc dans un format plus exploitable. Sauf que dans ce format exploitable, il y a des établissements, des certificataires qui étaient parfois un petit peu créatifs ou qui ne donnaient pas toutes les informations, ou dans des formats qui laissaient libre cours à l'interprétation, notamment pour tout ce qui était salaire. Et sans parler de colonnes qui n'étaient pas remplies, ajoutées, etc. Alors, je trouve pour ma part un petit peu dommage qu'on ne puisse pas rajouter de colonnes maintenant, parce que le format est totalement figé. On ne peut rien faire au-delà de ce qui est prescrit, parce que sinon, de toute façon, on ne peut pas l'uploader dans le système, sur la plateforme. Voilà, moi, je trouvais qu'il y avait parfois des petites informations supplémentaires qu'il était intéressant de donner. Donc maintenant, on doit se contraindre avec un fichier qui est formaté. Donc ça, c'est déjà depuis l'an dernier. Et il y a aussi des cellules bloquées à liste déroulante. Donc, c'est pareil, ça a posé le problème des cas de figure qui n'étaient pas couverts par les listes déroulantes. Je pense que vous en avez peut-être vécu. Et puis, la nouveauté de ces fichiers, je parle des fichiers pour le RS et le RNCP, c'est notamment la disparition du salaire. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran, le fichier, puis on va vraiment détailler. Et n'hésitez pas à réagir, poser vos questions ou, comme disait Léa, partager votre propre expérience en remplissant ces tableaux. Alors, je vais partager tout l'écran sur lequel je suis. Comme je le disais, pour ceux qui sont arrivés entre-temps, pour interagir, hein, vraiment, c'est l'objectif de ces rendez-vous-là. Donc, n'hésitez pas. Vous avez le fil de discussion. Je vais prendre vos questions au fur et à mesure pour les poser à vote. Mais vous pouvez aussi lever la main et je vous donnerai la parole. C'est toujours plus sympa de pouvoir discuter de vive voix. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre juste cette fenêtre sur mon deuxième écran. Hop, ça me permettra de vous voir malgré tout. Est-ce que c'est bon, là, vous voyez ? Super. Ok, donc là, je suis sur le fichier de tableau d'insertion du RNCP. Alors, dans un premier temps, il est toujours important de lire la notice. Et ça semble tellement bête à dire, mais en même temps, il y a tellement de gens qui ne le font pas. Alors, Élodie, ça, c'est le tableau du RNCP, mais il en existe un qui est ici pour l'ERS. Et ça, j'irai après. Là, pour l'instant, je vais commencer vraiment sur le RNCP. Donc, et ça, je me souviens très bien de Madame Rodas, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont connue, qui était à l'époque à la CNCP,
et qui nous disputaient beaucoup. Et ils nous disaient, mais de toute façon, les écoles ne lisent pas. Voilà. Donc, les écoles ne lisent pas les documents et du coup, parfois, font un petit peu n'importe quoi. Donc, cette notice à lire n'est vraiment pas très longue. Et elle parle notamment de ces 2 nouveaux onglets dont on va parler un petit peu plus en détail après, sur les données parcours et données évaluation, où là, on parle vraiment des données en volume, c'est-à-dire sur la promotion. On n'est pas sur du cas individuel. Trop petit l'affichage. Si je fais ça, Dites-nous si alors ça a l'air mieux. Et sinon, vous pouvez aussi agrandir quand vous allez sur la fenêtre qui est partagée. En bas à droite, vous pouvez activer le mode plein écran. Peut-être que vous verrez ah mieux. oui. Ouais. Et puis moi, je suis sur un très gros écran, donc j'ai l'impression que c'est parfait. Donc voilà, là, on va parler des différentes voies d'accès sur ces données parcours et d'évaluation, et puis sur les données d'insertion. Là, c'est quelque chose qu'on connaît quand même un petit peu sur les données individuelles. Il précise bien ici qu'une cohérence est nécessaire entre les onglets données évaluation et données insertion. Il faut que le nombre de certifiés sur l'onglet données évaluation doit être identique à tous les certifiés que vous allez présenter dans les données d'insertion. Et le devenir des titulaires est obligatoire dans les 6 mois, facultatif à moyen long terme. Ça, c'était déjà le cas avant. En revanche, un peu plus grand, est-ce que là, c'est mieux? En revanche, même si c'est facultatif, on sait que c'est toujours apprécié. Les colonnes sont à renseigner selon le format indiqué dans l'entête ou selon la liste déroulante. Donc, soyez attentifs. En même temps, je vois les questions, donc je me permets de les regarder aussi. Ça permet de réagir tout de suite. Serait-il possible d'avoir un point très rapide sur les obligations concernant le remplissage? Où le trouve-t-on sur l'espace de recherche? Oui, en fait, ces fichiers-là, quand vous créez un projet de certification, vous pouvez les télécharger dans la création de projet. Pour l'instant, ils ne sont pas disponibles. C'est de même que les trames Word des dossiers sont quand vous créez un projet, en fait. Là, vous pouvez les télécharger. Au besoin, on les a aussi partagés sur le Slack de OC Connect. Oui, alors moi, j'avais tenté de les partager sur LinkedIn. Et en fait, un Word sur LinkedIn se transforme en PDF. Donc, au final, mes posts ne servaient à rien du tout. Parce que de PDF, on passait à des PDF. Alors, si on va sur les données parcours, donc, c'est nouveau sans trop l'être en vrai, parce qu'il y a quand même des informations qui étaient demandées dans le dossier. C'était des tableaux qui étaient inclus dans le dossier. Là, on est sur le nombre de personnes qui entrent dans le parcours par voie d'accès et par année civile. Par année civile, il précise. Cette problématique, cette histoire d'année civile, parce que quand on est en année académique, forcément, on va de septembre à fin d'été, on va dire. Donc là, autant pour les formations courtes type formation professionnelle, etc., on peut facilement fonctionner en année civile. Je ne sais pas si certains de vous ont eu des retours par rapport à ça. Est-ce que vous vous êtes contraint à faire l'année civile malgré tout, ou est-ce que vous avez fait l'année académique? Pour notre part, on a fait en année académique. On n'a pour l'instant pas eu de remarques à ce sujet-là, mais c'est marqué ici, en tout cas, sur année civile. Je pense que c'est pas valable, enfin, c'est pas utile dans tous les cas d'aller sur ce type d'année. Alors, là, on nous donne un exemple. Année académique, vous faites aussi. Oui, ça me semble tellement logique. Pour la certification ou projet de certification, 10 personnes sont entrées dans le parcours en 2022 en contrat d'apprentissage, 20 en 2023 en formation continue hors alternance. On reporte donc 10 sur la ligne 22, colonne apprentissage, et 20 sur la ligne 23, colonne formation continue. Là, vous avez bien chaque voie d'accès ici. OK ? Formation initiale hors alternance, on a le contrat d'apprentissage, la formation continue hors alternance. Alors, vous savez, il y a cette histoire du don formation financé par le CPF. Ça, c'était pas demandé avant. Le problème, c'est que cette cellule-là fait la somme B6. Ah, j'ai pas le droit. Fait la somme B6 à H6. Donc, ça additionne tout.
y compris le don. Donc, en fait, le don apparaît 2 fois. J'ai trouvé une petite parade. Par exemple, vous mettez 2, 2. Donc, vous voyez que si je mets 2 dans le CPF, ça l'ajoute. Donc, voilà. En revanche, si j'écris 2 en toutes lettres, ce n'est pas comptabilisé. Voilà. Donc là, vous pouvez biaiser en donnant l'information, mais comment dire, ne détériorant pas ce total. Pour la reconnaissance des acquis, donc vous savez que pour pouvoir ouvrir à la VAE, telle qu'elle existe d'un point de vue juridique, il faut que la certification soit déjà enregistrée au RNCP. Donc VAE, c'est vraiment pour des renouvellements. En revanche, reconnaissance des acquis, vous pourriez avoir un système interne à votre école ou votre organisme dans lequel vous reconnaissez justement des compétences qui existent. C'est un peu un système VAE, mais sauf qu'on ne passe pas par le côté vraiment juridique existant de la VAE. Donc, vous pourriez avoir ce type de voie d'accès où vous vérifiez que les acquis correspondent à votre référentiel de compétences et vous validez devant le jury comme voilà. C'est différent de la candidature libre qui d'ailleurs n'est pas marquée ici mais qui serait en voie autre où le candidat libre en fait il fait tout ce qu'il veut avant, peu importe. Ce qui compte c'est qu'il vienne présenter les examens et les épreuves certificatives et s'il les valide, dans ce cas-là, il a le droit d'avoir la certification. Je ne sais pas si cette partie-là est bien claire. Ou oui, une apostrophe devant le chiffre, effectivement, ça fonctionne aussi, tout à fait. Bien vu. Hélène, tu voulais revenir sur ce qu'on disait? Oui, alors merci beaucoup pour cet éclairage parce que nous, on s'est un peu arraché les cheveux dans cette le distinguo entre reconnaissance des acquis et VAE parce que en effet, il y a, alors ça s'appelle VAS, non? VES. VES, Oui. hein, VES, voilà, VES. Et à part ce cas-là, on ne voyait pas de différence entre la VAE et la reconnaissance des acquis. Donc, si en effet, il y en a d'autres que la VES, parce que j'en vois pas d'autres. Et parce que je me Non, suis c'est interrogée de VAE. Oui. pourquoi ça n'avait pas été appelé VES. Si ça couvre que VES, je ne Parce que comprends pas VES, bien. c'est reconnaissance des études passées Oui. Mm. versus VAE qui est plus sur le côté expérience professionnelle. Oui. Voilà, en tout cas, maintenant, on prend même tout ce qui est associatif, etc. Mais au final, dans la reconnaissance des acquis, ce sont des acquis soit d'études, soit de profession, en fait. Et c'est hors parcours réglementé. C'est ça que je veux dire par rapport à ça. J'entends bien, mais ce qui Voilà. est surprenant, tu vois, c'est que reconnaissance des acquis ou VAE, s'ils Oui. en citent un, pourquoi ils n'ont pas cité l'autre? Oui, tout à fait. Alors, C'est ça que je VES, veux dire, c'est que s'il n'y alors, a que deux cas, pourquoi on n'a pas deux cas? Et c'est ça qui nous a fait nous interroger, nous, longtemps, en disant quelle est tu vois, est-ce qu'il y a une subtilité qu'on n'a pas? ouais, la VES, elle est très peu connue et elle s'adresse en général surtout aux universités publiques. Enfin, on la voit plutôt dans le public, en fait, la VES. Les écoles en soi n'ont pas très envie de la reconnaître, même si il me semble que c'est une obligation légale de la reconnaître malgré tout. Pour répondre à la VAP, donc VAP 85, VAPP, peu importe le nom qu'on donne, la VAP, c'est un moyen d'entrer dans une formation. Ce n'est pas la sanction du diplôme, en fait. Donc, vous pouvez, si par exemple, pour un diplôme, vous avez besoin d'avoir un bac+2, grâce à la VAP, on reconnaît vos antécédents, qu'ils soient professionnels ou d'études ou autres, pour accéder à la formation. Alors que la VAE et la VES, c'est vraiment pour obtenir le diplôme sur la base de vos expériences passées. C'est vraiment le distinguo entre les deux. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, On a une petite question sur laquelle je voudrais que tu valides mon avis. C'était les instructeurs sont dans l'attente de quelles informations lors d'un renouvellement, une rétrospective ou uniquement les données des promotions présentées. On est d'accord que maintenant, c'est toute la durée de vie oui, de la formation, de la certification qui doit être présentée. oui, tout Donc, à si on fait. est enregistré pour 3 ans, c'est 3 promotions. Exactement. Voilà. Ok, Là, on présente tout ce qui s'est passé depuis le dernier enregistrement. super.
Et Elodie demande VES égale formation initiale. Plutôt, c'est vrai que les cas d'application de la VES, on est plutôt sur des diplômes de formation initiale, mais vu que c'est pas un système qui permet d'intégrer une formation comme la VAP, en fait, la VES, ça va reconnaître les diplômes et l'expérience d'études acquises par le passé. Donc, j'ai envie de dire libre à l'établissement de reconnaître ou non des éléments de formation continue ou juste des parcours étudiants type formation initiale. C'est vrai que en général, c'est sur de la formation initiale, mais on pourrait décider de reconnaître d'autres types de formations. On va dire que la formation initiale, c'est un peu plus facile à contrôler sur ce qui a été fait dans le cursus, les cours, mais en même temps, la formation continue, maintenant, je trouve que c'est tellement détaillé, notamment sur les objectifs pédagogiques, les compétences acquises, que ça pourrait avoir lieu aussi. Voilà. Des études supérieures, oui. Oui, voilà, c'est ça. Et France à l'étranger, c'est vrai qu'on est plus dans le système d'études supérieures. Donc moi, quand je pense à formation professionnelle, je pense aussi pour des personnes qui auraient déjà des postes de direction, enfin voilà, des choses qui sont un peu équivalentes à des études supérieures. Donc, pour ce tableau, il n'y a pas de grosses difficultés en soi. On n'est pas tenu de présenter les 5 dernières années pré-remplies. Alors, voyons. Oui. Étant donné qu'ils ont figé les cellules, pour une première demande, on va faire ce qui existe, mais après, si ça n'existait pas, on met non applicable en fait. Et puis, si on est dans un renouvellement et qu'on a eu 3 ans, pour moi, c'est sur la durée de vie ou sur les informations disponibles. Voilà. Donc, si vous avez 5 ans, mettez 5 ans. Et si vous n'avez pas, mettez des non applicables. Et puis, vous expliquerez dans le texte en fait. Est-ce que c'est bon pour ce tableau 1 ? On dirait que oui. Donc, je passe au tableau 2. Sortie du parcours par voie d'accès. Ces tableaux sont à communiquer uniquement lors du renouvellement de notre formation certifiante. Alors, pas forcément en fait, parce que ça peut être juste un nouveau projet, mais vous avez déjà des personnes qui sont entrées dans votre parcours par différentes voies, donc il faut quand même les préciser. Et donc, le tableau 2, sortie du parcours par voie d'accès. Alors, ce tableau-là, il est un peu il prête à discussion. Il faut bien vous dire que là, c'est au moment où ils sortent. Là, on est sur l'année de sortie effective du parcours. C'est-à-dire que si vous êtes en année académique, par exemple, que vous aviez vos entrants en septembre 2024, que votre formation dure 1 an, il s'arrête, mettons, en juin 2025, votre année de sortie effective du parcours sera bien l'année 2025. Voilà. Si vous avez des parcours en plusieurs années, des parcours dans 3 ans, il faut bien que vous preniez en compte l'année de sortie. Et donc, l'année de sortie, vous allez recenser, donc si on part sur notre cas où on avait, mettons, je vais mettre ici un 20, on avait 20 entrants en 2024, on va dire qu'on est sur une formation d'1 an et qui sortent en 2025. Est-ce que nos 20 qui sont entrés en formation initiale sont bien sortis? Est-ce qu'ils ont bien été tous certifiés? Donc là, vous mettez vos 20, ou alors s'il y en a qui n'ont pas été certifiés, mais qui étaient entrés par l'UNIS. Non, je ne suis pas dans la bonne case en plus. Ah, je fais pas de bêtises. Donc là, on pourrait avoir 18 qui sont sortis ici, parce qu'il y en a 2 qui n'ont pas été certifiés, par exemple. Donc si on lit le petit texte introductif, préciser le nombre de sorties du parcours par voie d'accès et par année civile. Donc là, c'est bien d'où elles sont rentrées, ces personnes, et est-ce qu'elles sont bien sorties. Une sortie s'entend comme la fin effective du parcours. Hors rupture, la date de sortie peut se distinguer de la date de présentation et d'évaluation. Alors, c'est là où je trouve que c'est un peu tendancieux quand même, cette histoire, parce que en général, la fin du parcours,
ce sont les épreuves certificatives. Mais il peut y avoir des cas où le parcours s'arrête et les épreuves sont plus tard, ou par exemple, il peut y avoir des épreuves certificatives et, je ne sais pas moi, une soutenance qui peut avoir lieu 2 ou 3 mois plus tard. Et, et donc, le parcours s'est terminé, je ne sais pas moi, en juin et la soutenance est en novembre. Du coup, le jury est en décembre. Donc là, notre fin de parcours, on est bien au mois de juin. Entre nous, je ne suis pas convaincue de l'utilité de ce tableau. Voilà, parce que ceux qui sortent, alors c'est pour faire le lien entre ceux qui arrêtent, qui sont arrivés jusqu'au bout du parcours, donc pas les personnes qui ont quitté au fil du temps, et les personnes qui vont être présentées au jury derrière. Alors, que dites-vous à ce sujet? Comment faites-vous pour vous y retrouver dans les entrées et les sorties, car les apprenants passent en rattrapage d'une année sur l'autre? Oui, alors ça, effectivement, c'est une question qu'on s'est posée aussi. Pour moi, quelqu'un qui est en rattrapage, il est… Alors, je pense qu'il faut le préciser quand même dans votre dossier. Si vous considérez que la personne qui réintègre après un rattrapage, je pense qu'il faut la réintégrer comme entrant, en fait, parce qu'il est à nouveau étudiant. Alors, je dis rattrapage, mais quand je dis ça, je pense surtout à un report, c'est-à-dire à… J'ai plus le mot en tête, ça va me revenir. Bref, ça me reviendra. Mais voilà, l'idée de quelqu'un qui, par exemple, n'aurait pas validé un module dans son année. Peut-être Un ajournement, merci. C'était exactement le mot que je cherchais. Donc, quelqu'un qui est ajourné, qui doit valider un module avant de pouvoir être présenté au jury de certification, si il reprend son statut d'étudiant ou d'apprenant pour ce module, pour moi, on peut le considérer comme étant entrant, en fait. Parce que sinon, il apparaît nulle part, en fait, il n'a pas sa place. Donc, je pense qu'il faut vraiment être clair, en tout cas, dans l'explication de ce tableau, dans votre dossier, en disant que les ajournés ou ceux qui ont fait des rattrapages, peu importe comment vous les appelez, sont considérés ou non comme étant entrants dans le parcours. En tout cas, par rapport aux sortants, cette personne ne sort pas du parcours, vu qu'elle ne l'a pas fini. Est-ce qu'on est OK? Un redoublement, c'est pareil. Quelqu'un qui refait son année, pour moi, cette personne re-rentre dans le parcours au même titre que les autres. C'est pas un cas particulier. Il va entrer 2 fois et sortir 1 fois. Le redoublant, alors attendez, qui dit ça? Oui, Céline? Non, je te laisse répondre et puis après, je te laisse répondre. Ah, d'accord. Non, je regardais en même temps par rapport. Alors, le parcours de certification peut être plus long que la date de certification, par exemple dans le cadre de contrats pro regroupant plusieurs certifs. Le jury de certification peut également se tenir à une date ultérieure des évaluations, tout à fait. Alors, pour aller sur va entrer 2 fois et sortir 1 fois. C'est la question qu'on s'est posée en préparant cet atelier, justement. C'est vraiment le côté pas clair. Alors, est-ce que Céline, tu veux déjà réagir? Sinon, il y a Karine qui veut réagir. Non. Moi, j'ai une question à poser qui est connexe. Ah, OK. Que tu termines ce sujet. OK. Alors, Karine? Du coup, c'est plutôt un retour d'expérience parce que justement, comme il y a un comptage et on avait eu une remarque de France Compétences, ils doivent retrouver leur petit, en fait, c'est-à-dire un parcours de formation financé, oui. Un acteur. Donc, si on fait on le réintègre, il faut s'interroger, est-ce qu'il est à nouveau financé? Et dans ce cas-là, on peut avoir 2. Par contre, s'il n'est pas à nouveau financé, s'il est par exemple sur du rattrapage ou sur du redoublement non financé, il doit compter pour 1. On s'était fait justement, en fait, on avait eu une remarque de France Compétences sur la cohérence et l'exhaustivité justement du nombre d'apprenants engagés dans les parcours, certifiés et financés. Et en fait, c'est toute la difficulté. Donc, nos questions, elles sont intéressantes parce qu'on se les pose tous. Oui. On n'a pas forcément tous la même interprétation. Donc, je voyais quelqu'un, effectivement, dans le fil de conversation qui disait que finalement, sur ces zones de flou, il fallait dresser notre parti pris de départ.
Ces chiffres correspondent à ceci, un entrant, un sortant, un redoublant, parce que le cas aussi des évaluations qui glissent sur une autre année civile, on le compte dans quelle ligne notre apprenant? Nos apprenants, on les compte dans quelle ligne? Sachant qu'en plus, si le financement s'est arrêté à la fin de la formation. C'est inextricable. Alors, là, c'est vrai que sur tout ce qui est financé, effectivement, il faut qu'il y ait une cohérence entre le parcours financé et la manière dont on comptabilise dans le tableau. En revanche, formation initiale, pour le coup, la question ne se pose pas. Mais moi, je pense que si on est sur des dates où le parcours se termine sur une année civile, mais la certification se fait sur l'année suivante, pour moi, la fin de parcours, elle est sur cette année civile. Et puis, il faut l'expliquer de toute façon. Je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse sur une vraie explication du fonctionnement de ces modalités-là, parce que sinon, France Compétences va avoir des chiffres qui ne vont pas comprendre là en l'état, quoi. Christophe? Non, j'aurais juste. Non, pardon, vas-y. Pardon, Christophe, juste. Oui, vas-y, Céline, vas-y. Sur la fin de parcours, donc est-ce qu'on peut, pour simplifier, parce qu'on ne parle pas des blocs, etc., mais est-ce qu'on pourrait simplifier et se dire que la fin de parcours est la date du jury d'évaluation? Justement, ce n'est pas toujours le cas. Parce que ton jury d'évaluation, les évaluations peuvent avoir lieu après les derniers cours, en fait, après vraiment le parcours de. Là, on est sur vraiment le parcours de formation, tu vois. Donc là, on est sur la formation peut s'arrêter, comme je disais, en juin, mais par contre, les évaluations peuvent avoir lieu à l'automne suivant. Donc pour moi, le parcours, il s'est terminé en juin. C'est pas le parcours de certification, c'est le parcours de formation. Parcours, alors ils disent parcours partout. Moi, je l'entends comme parcours de formation, moi. Alors que moi, je l'ai entendu comme parcours de certification, vu qu'on est. Ah, vous aussi. Oui. Et là, pour moi, ça change beaucoup parce qu'on est certificateur, là, on n'est pas OF. Donc, le parcours, pour moi, est parcours de certification. Donc, pour moi, il s'arrêterait au jury de certif. Voilà, mais du coup, quel est l'intérêt d'avoir ce tableau? Moi, c'est ça qui me perturbe. Les abandons. Les abandons ou les abandons ou les abandons. Voilà. Et dans ce cas-là, autant avoir un tableau marqué abandon. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Et c'est pour ça que, si tu veux, moi, je triche en disant, une fois que tu es passé en jury d'évaluation, tu ne peux pas abandonner. Parce que si, tu vois, je veux dire, tu peux très bien, il y a le jury d'évaluation, c'est la fin ça peut être la fin, mais pour moi, le parcours s'arrête au pire au jury d'évaluation, au mieux au jury de certification. Mais c'est pour ça que pour moi, voilà. Au début, moi, je l'avais compris comme toi, mais après, en me disant, je regarde si les questions de parcours ici, est-ce que c'est plus détaillé, mais j'ai pas l'impression. Ah, mais si, tiens, correspond à un parcours de formation. Ah oui, non, formation, pardon. Parce que comme en général, tu dois déclarer au premier jour de la formation, le premier jour, on est un peu tous d'accord. Le premier jour, il faut bien le faire rentrer à une date. Donc, on dit que commence la formation, c'est le premier jour. Mais pour moi, vraiment, le parcours de certification, il s'arrête avec la certification. Moi, je suis d'accord. Et au début, je l'avais compris comme ça. Et après, je me dis, mais du coup, ce tableau 2, pour moi, n'a aucun sens parce que le truc, c'est qu'après, on a quand même des données d'évaluation qui nous dit le nombre de candidats présentés aux épreuves. Donc, pour moi, quelqu'un qui a abandonné, mais il n'est pas là. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je suis d'accord. Mais alors après, si on cherche la cohérence parfaite de ces tableaux, on peut y passer un petit moment, si je peux me permettre, sans avoir de jugement un peu. Mais voilà, bon, pardon, je laisse la parole à. Mais Christophe? Oui, merci. Non, je vais me faire l'avocat du diable. Je me mets à la place de quelqu'un qui, chez France Compétences, va devoir instruire le dossier. Si on a tous nos partis pris, compte tenu de ce qu'on a dit, je suis complètement d'accord avec tout le monde là-dessus, ça va être ingérable. Voilà, si on doit tous avoir nos lectures pour avoir finalement un mode de fonctionnement différent, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre la philosophie du tableau, du coup. Alors, je suis d'accord que c'est ingérable, mais après, il y a quand même des cas particuliers selon les organismes, avec ces fameuses dates qui glissent sur une autre année. Il y a quand même pas mal de choses qui peuvent bouger d'un à l'autre. Donc, je pense qu'on est quand même obligé d'expliquer ce qu'on fait pour être sûr qu'ils comprennent bien. Je pense surtout qu'ils devraient retirer ce tableau 2, en fait, qui pour moi n'a pas de sens. Si vraiment on part du parcours de certification,
ce tableau n'a pas lieu d'être. Oui, parce que quel est le risque du coup que France Compétences dise, mais non, c'est pas comme ça qu'il fallait le remplir. Enfin, s'il y a plusieurs modalités d'interprétation possibles, compte tenu de la faiblesse finalement de la partie mode opératoire qui apparaît plus haut, il y a quand même un vrai souci là. Ça donne pas beaucoup de sérénité dans la manière dont on peut renseigner ces tableaux. Oui, voilà. Effectivement, on va espérer que France Compétences communique là-dessus, que dans le Vademecum, ce soit clair, des données qui soient attendues et surtout de la finalité de ce tableau. Parce que c'est vrai qu'entre le tableau 1 où on a les entrées et ensuite ce tableau de l'onglet suivant qui nous dit le nombre de candidats présentés aux épreuves, j'avoue ne pas voir l'intérêt du tableau 2, sauf si on parlait de parcours de formation. Mais je suis d'accord avec vous tous qui dites qu'on est dans la certification et pas dans la formation. Mais du coup, je vois encore moins le but de ce tableau 2. Quoi. Donc bon. Les abandons. Parce que c'est très Ouais. important. Oui, mais on les verrait là. C'est ça que je veux dire. C'est que ceux qui ont abandonné, ils n'apparaissent pas dans ton tableau de nombre de candidats présentés aux épreuves. Ah non, justement, la différence. Et voilà. Et ben voilà, donc ce que je veux dire, c'est que l'info, on l'a déduit, quoi. Mais bon. Maya? Oui, merci. Désolée, depuis tout à l'heure, j'applaudis au lieu de lever la main. Super. Je dis, c'est trop bizarre. Bonjour à tous. Alors moi, ce tableau, je l'ai rempli la semaine dernière. Donc, je me suis posé plein de questions et je vous remercie pour ce webinaire qui tombe à point. Moi, j'ai deux hypothèses concernant ce tableau des parcours. Oui. Première hypothèse, c'est mon deuxième renouvellement. Et dans le premier renouvellement, on m'avait demandé de donner des données sur les parcours de formation. Dans le document Word pour compléter la demande. Donc, cette partie-là, elle a sauté dans le nouveau document Word. Donc, j'ai supposé qu'en fait, comme tout le monde devait faire un petit peu à sa sauce, ils se sont dit, OK, nous, on a besoin de données sur les parcours de formation certifiants. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils ont créé ce tableau. C'est ma première hypothèse. Deuxième hypothèse, qui vient renforcer le fait qu'on parle vraiment de formation et pas de la démarche de certification, puisqu'on a deux rôles, enfin, certains d'entre nous ont deux rôles, formation et certification. C'est justement de décerner ces deux rôles. Et je tiens à rappeler que maintenant, dans le nouveau formulaire Word, on doit parler de la formation certifiée. Oui. Donc, même si on n'est pas on n'est pas évalué sur la qualité des formations puisqu'on est certificateur, on est quand même tenu en tant que certificateur d'apporter la preuve que la certification est accessible correctement par un projet de formation. Donc, j'ai tendance à penser que ces données-là vont venir donner un éclairage pour les instructeurs sur ce qu'on a mis en place en termes de formation certifiante. Mais encore une fois, ce ne sont que deux hypothèses. Les deux s'entendent. Et effectivement, maintenant, dans les dossiers à rédiger, on nous demande des informations sur la formation, on nous demande les moyens techniques, on s'engage un peu sur les moyens pédagogiques, ils veulent vérifier qu'il y a un bon alignement entre le référentiel de certification et le contenu de la formation. Moi, je pense qu'il y a des choses qui vont se durcir aussi à ce niveau-là, donc c'est pour ça qu'il est aussi possible que on parle du parcours de formation. On va attendre, je pense, des explications de France Compétences, parce que là, c'est vrai que non de du parcours, ça aurait été sympa, juste qu'ils mettent un mot derrière, qu'on sache à quoi s'en tenir. Cécile ? Oui, bonjour, merci. Je pense qu'effectivement, on parle du parcours de formation, mais il a bien une date de fin. Et c'est quoi la fin ? Et de mon côté, le parti pris, c'est bien la certification qui est la fin du parcours de formation. Un parcours de formation est réussi s'il y a certification au bout. Et ce tableau-là, en fait, il est utile en considérant que la sortie, c'est la certification. Il est quand même utile et il renseigne effectivement sur les abandons, mais aussi sur la durée des parcours. C'est-à-dire que moi, j'ai des certificateurs, dont un est présent ce matin, qui a un parcours de 2 ans de formation. Donc, en principe, 20 entrées, 2 ans plus tard, dans le meilleur des cas, 20 sorties. Sauf qu'on peut en avoir 2 qui ont abandonné ou 2 qui vont sortir au bout de 3 ans. Parce que le parcours, il aura duré 3 ans au lieu des 2. Et en fait, en termes d'analyse, ce tableau, il sert à expliquer ça aussi. C'est-à-dire que
nous, le parti pris, ça a été de prendre la date de sortie, c'est la date de présentation à la certification, mais on peut avoir, grâce à ce tableau, une explicitation de la variabilité des parcours à l'intérieur de ce parcours théorique qu'il y a au départ. Oui, Je suis tout à très fait. claire. Oui, aussi, mais ça rejoint aussi les questions pardon, sur redoublement, réintégration des personnes qui sont sorties ou qui sont en pause du parcours à un moment donné. Donc, et tout ça n'empêche qu'il faut l'expliquer quand même à un moment donné parce ça que sert c'est pas l'analyse, en lisible. fait. Voilà. Où trouve-t-on le tableau RS à télécharger sur l'espace OS? Je ne vois pas à partir du tableau de bord. Il faut créer un projet de certification en fait pour pouvoir télécharger ces dossiers. Mais après, comme disait Léa, ils ont été partagés sur Slack. Donc, Oui, et puis Pascal, je vais vous les remettre par mail si vous voulez tout à l'heure. voilà. Donc bon, un peu de mystère autour de ce tableau 2. On espère comprendre mieux ce qui est attendu vraiment. Et ensuite, on arrive aux données d'évaluation. Donc ça existait quand même déjà avant, mais de manière plus compactée. On demandait le nombre de candidats présentés, le nombre de candidats certifiés. Bon, maintenant, c'est étudié par voie d'accès à la formation, en tout cas. Donc ici, pas de difficulté. Bon, ben, juste pareil, là, effectivement, si on met la petite apostrophe, ça fonctionne très bien. Merci de me l'avoir rappelé. Pas trop de difficultés sur ce tableau, logiquement. Hein. Donc, on est nombre de candidats présentés aux épreuves, bien sûr. On élimine tous ceux qui ont abandonné. Hein. J'ai réfléchi à d'autres cas où on pourrait ne pas présenter quelqu'un aux épreuves. Maya? Désolée, après j'interviens plus, promis. Justement, pour rebondir sur ce que vous dites actuellement et ce qui a été dit précédemment, pour moi, France Compétences, j'allais dire France Télécom, n'importe quoi. C'est PTT. Fait bien le distinguo entre activité de formation et activité de certification. Je crois qu'il y a même eu une note qui a été écrite à ce sujet. Et pour moi, un parcours de formation, c'est la montée en compétence, c'est la préparation à la certification. Et l'activité de certification, c'est concomitant, en fait. Donc, pour moi, un parcours, il se termine dès lors que la formation est terminée, que les acquis sont validés et que la personne, après, elle peut se présenter au jury. Que ce soit imposé ou pas, peu importe. J'ai envie de dire, c'est deux activités distinctes. Et c'est en ça que je trouve que ces deux tableaux se complètent, c'est-à-dire que on a la partie formation et la partie certification. Et que du coup, les abandons dans le premier tableau, c'est plus les ruptures de parcours pendant la formation. Et ensuite, on peut en déduire les ruptures de parcours entre le nombre de personnes. Je ne sais pas si vous avez 20 personnes qui sont sorties en 2025 et qu'il y en a 3 qui se sont présentées, l'instructeur en déduit qu'il y a une espèce de distorsion. Donc après, on peut la contextualiser dans la note d'opportunité. Enfin, il y a plein d'endroits où on peut contextualiser ces éléments. Mais pour moi, c'est deux choses distinctes, en fait, en termes d'activité. Et oui, tout ça me à fait, gêne de mettre en date de fin de parcours de formation la certification à proprement parler, parce que c'est un petit peu un peu à côté de ce que France Compétences nous avait indiqué sur la différence entre les deux activités. Il faut juste qu'il clarifie. Christophe? Hop, le temps que je trouve le bouton. Oui, je vois dans la première partie que, oui, en effet, il y a une différence entre les épreuves d'évaluation et la partie certification. Donc, ce qui veut dire qu'on peut très bien retrouver des candidats qui n'auront pas la certification, mais simplement qui auraient validé un bloc de compétences. Oui, ça c'est du coup dans la partie quand même à droite. Là, c'est vraiment présenté aux épreuves. Oui, parce que là, cette partie du tableau-là, on est sur la présentation aux épreuves. Et donc, peuvent ne pas y être. Alors, ça dépend aussi de vos conditions pédagogiques. Si on est dans de l'enseignement supérieur avec des parcours, je ne sais pas moi, allez, un bachelor en 3 ans, et que vous avez des pré-jurys, en fait, qui voient que un étudiant va avoir du mal à valider son année et que de toute façon, il aura trop de rattrapage. Donc, voilà. Il va être mis en redoublement. Bon, celui-là, il ne sera pas présenté, en fait. Ce n'est pas parce qu'il aura abandonné, c'est juste qu'il ne sera pas présenté parce que
son cursus académique ne lui permet pas d'aller jusqu'aux épreuves de l'examen. Ça, c'est une possibilité aussi. En général, c'est vrai qu'on a quand même une majorité d'abandons qui ne seront pas présentés. La deuxième partie du tableau, on est sur le nombre de candidats qui sont certifiés totalement. Donc là, c'est clair, hein, on a le nombre de personnes qui ont obtenu l'intégralité de la certification après la délibération du jury de certification. Et donc, ceux-là sont les titulaires et ceux-là, on les retrouve dans l'onglet suivant de données d'insertion. OK. Ça ne concerne que les candidats en FI. Quelle partie? Oui, c'est-à-dire, en fait, un candidat, s'il est sur un contrat en alternance, de toute façon, enfin, sauf abandon, mais sinon, oui. il doit aller jusqu'au bout. Et en effet, cette possibilité de ne pas présenter un candidat n'est pas possible sur de l'alternance. Oui, c'est formation initiale. Oui, surtout quand D'accord. je disais bachelor, j'avais en Ouais, tête ça ce marche. format-là, effectivement. Merci. Donc voilà, ici, c'est assez clair. Et donc, bien évidemment, on retrouve les totaux. C'est sur ces totaux-là qu'on doit se baser pour, enfin, sur ces personnes-là, on doit se baser pour l'onglet suivant. Et enfin, on a la dernière partie, où là, on va avoir les candidats qui sont certifiés partiellement. Donc là, on a des personnes qui ont validé un ou plusieurs blocs, mais pas l'intégralité, ou pas toutes les conditions aussi, parce que parfois, on a la capitalisation de tous les blocs, plus autre chose à faire. Validation d'un stage, un mémoire, ou quelque chose comme ça. Et là, peut-être que ces personnes n'ont pas fait ça, et celles-ci réintégreront du coup le parcours l'année suivante pour pouvoir être présentées aux certifications et obtenir l'intégralité de la certification. Est-ce que ces tableaux-là sont clairs pour tout le monde? Je trouve que cela, il n'y a pas trop de... Karine? Pardon, j'avais anticipé sur le dernier onglet. Excusez-moi. Ok, on se retrouve tout de suite. Et donc, le dernier onglet, celui-ci, il existait déjà, mais il a eu quelques modifications. Sophie, est-ce qu'un candidat inscrit uniquement sur un bloc doit être inscrit en entrée? Et ça aussi, c'est une question qu'on s'est posée. En fait, si il va être quand même représenté au jury, donc il est quand même comptabilisé quelque part. Pour moi, il doit être réintégré quand même. Sur le dernier onglet, pardon, j'avais pas lu. Non, pardon, il y a plusieurs questions qui sont. Pardon, je peux mélanger les questions. Donc, je reste sur celle de Sophie. Pour moi, il doit être remis en entrée vu qu'il refait partie du parcours de certification. Et là encore, on attend vraiment des éclairages là-dessus. Est-ce qu'en entrée, on doit compter que les nouvelles entrées et ceux qui doivent repasser quelque chose, ça rentre dans le cadre de ce que vous disiez tout à l'heure sur un parcours de 2 ans peut se faire en 3 ans au final et il faut que ce soit matérialisé quelque part. Oui, j'avais revu ça. Le bloc sera-t-il accroché? Non, on n'accroche pas les blocs. On Ouais. n'accroche que les certifications totales. Et alors, Stéphanie demande grande question, les candidats admis partiellement seront-ils à mettre sur... Eh ben non, parce qu'ils ne sont pas titulaires de la certification, donc ils ne peuvent pas s'insérer en fait. Enfin, ils pourraient le faire sans, hein, mais en tout cas, ce n'est pas utile. C'est vraiment le dernier onglet des données d'insertion sont les personnes qui sont titulaires de la certification. On est tous d'accord là-dessus? Sur la formation continue, généralement, ok. Si pas accrochage de bloc, pas d'inscription en entrée. Je pense que c'est deux choses différentes. Ouais. Moi, j'aurais dit qu'on les passe en entrée dans le parcours, même s'ils n'ont qu'un seul bloc, enfin, qu'ils s'inscrivent que sur un seul bloc. Par contre, l'accrochage, c'est à différencier de tout ça. L'accrochage, en plus, c'est quand même une fois que c'est fini. Enfin, ouais, je suis d'accord avec toi, Léa. Pour moi, c'est pas exactement la même chose. Karine? Toujours pas? Si. D'accord. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Pardon. C'est juste pour être bien certain de ce que nous sommes en train d'évoquer. L'année d'obtention de la certification, là, on parle des certifications complètes qui vont faire état de la remontée à la Caisse des dépôts. Donc,
rassurez-moi, vous n'intégrez pas vos blocs dans celui-ci de fichier. Ah non. Personne. Ah d'accord, j'avais peur de. D'accord. Non. Les certifiés par bloc sont sur des blocs, pas sur la certification. On est d'accord. Voilà, là, on est vraiment sur la certification. On est bien dans du D'accord, RNCP. Donc là, on est sur la certification complète. Merci beaucoup, pardon, non, c'était pour moi. Pour Ouais, être ouais. bien, donc, Et là, d'ailleurs, c'est bien attribution de la certification en entier. Donc là, on est sur la date, du coup, la date de décision du jury, et vous voyez le format. L'année d'obtention, donc là, on est juste sur l'année civile de l'obtention. Option choisie, le cas échéant. Bon, ça, tout ça, c'est pas nouveau, hein, nom, prénom. Dénomination de l'organisme, c'est vous ou un partenaire habilité à former. Les modalités, ça, c'est nouveau. Donc là, vous avez plusieurs choix dans cette liste-là. Alors, Élodie, pour la question d'insertion professionnelle d'un bloc, pour ma part, je conseille de faire une enquête auprès d'eux pour valoriser l'utilité de la certification en toute ou partie, d'en faire apparaître les résultats dans le doc requis en aparté. Oui, ça peut être intéressant de faire ça aussi. En tout cas, dans ce tableau-là, ce n'est pas attendu, quoi. Donc, les modalités, pas trop de questions ici, je pense. Et l'intitulé de la formation, important, ayant préparé au projet de certification. Donc là, on rentre bien dans cette nouvelle vision des choses de France Compétences et ce nouveau contrôle qu'ils veulent faire, de vérifier qu'on a bien un alignement entre la certification et la formation. Parce que je pense que vous avez été aussi témoin d'abus en la matière sur des certifications soit très généralistes ou au contraire un peu spécifiques, mais la formation, c'est vraiment très, très tiré par les cheveux pour trouver un lien entre la formation et l'intitulé de la certification. On voit le cas beaucoup dans le cadre de partenariats, des organismes qui deviennent partenaires et qui vont ensuite juste appuyer leur formation sur une certification qui a peut-être un petit peu à voir avec la formation. Donc là, maintenant, France Compétences veut éviter tout ça et clarifier cet alignement. Donc ça se passe ici, entre autres, parce qu'il y a aussi dans le dossier. Maintenant, sur l'origine des titulaires, donc ça, c'est quelque chose aussi pareil, pendant un temps qui n'était pas assez bien rempli et c'est quand même très important. Rappelons que une certification RNCP démontre sa valeur par le fait d'un accès à l'emploi, d'un retour à l'emploi ou d'une évolution professionnelle. Donc, l'origine est très importante parce que si avant la formation et après la formation, vos titulaires ont le même poste, maintenant on ne regarde plus les salaires, mais ça aurait pu être ça aussi, ça interroge et donc là, il va falloir apporter un autre type d'argumentaire pour justifier de la valeur et de l'utilité de votre certification. Donc, ici, et c'est pareil, dans ces colonnes-là, il y avait un petit peu tout et n'importe quoi qui était marqué, on est bien sur des niveaux de certification. On ne marque pas BTS, BUT ou je ne sais quoi. Là, on est vraiment sur les niveaux. Ensuite, là, on met l'intitulé exact. Donc là, ça peut être un BTS MCO, autre chose. Dernier métier, alors, attendez, je regarde en même temps de mon côté, de fait, un tableau de concours. Ah oui, je fais un. Pas de souci. Pour revenir sur la colonne intitulée de la formation et en préparé, on indique quoi? Eh bien là, c'est vraiment l'intitulé de la formation, le nom utilisé par le partenaire pour le déploiement de la formation. Oui. Si là, vous êtes certificateur et que vous avez des partenaires, vous avez dans cette colonne E le nom du partenaire qui a délivré Oui, tout à fait. De certification, mais le nom de certification devrait être exact. Vous pouvez prendre la parole, Betty, ça ira plus vite. Oui, bonjour. Pardon, Bonjour. ça ira plus vite, effectivement. Merci. Juste point de précision par rapport à cette colonne, on est bien d'accord que la certification peut avoir un nom comme pour nous, par exemple, ingénieur d'affaires, mais que dans le cadre du déploiement de cette certification et pour accompagner les bénéficiaires, le centre partenaire n'utilisait pas forcément exactement le nom de la certification ingénieur d'affaires, mais par exemple responsable en développement commercial à l'origine, ce qui ne sera plus le cas aujourd'hui. Et donc, c'est bien ce nom-là
entre guillemets, le naming qui était utilisé pour aboutir à la certification. Et donc, c'est bien ce naming que l'on doit mettre ici. On est d'accord? Exactement, c'est ça. Ok, Oui, super. Parfait, merci. Parce que oui, le nom de la certification ne change pas du tout, mais par contre, c'est vrai qu'en termes de formation, ce qu'on vend sur le site internet, là, ça peut avoir un nom un petit peu Oui, aujourd'hui, ça sera plus possible, mais variable, mais oui. on est d'accord. Merci. Ok. Dernier métier exercé. Alors là, ici, se pose toujours la question de est-ce qu'on prend en compte, alors pour les niveaux 7 notamment, est-ce qu'on prend en compte l'alternance qui a été faite avant? Beaucoup d'organismes décident de mettre parce que c'est de l'expérience professionnelle malgré tout. Donc, ça peut être compté ici aussi en année. Donc, du coup, on peut avoir des 0,5 s'il fait du 6 mois ou autre. En général, je sais que nous, on a toujours fait comme ça. Quand c'est de l'alternance, on le précise, entre parenthèses, pour que ce soit clair aussi que c'était dans un cadre de parcours étudiant en parallèle. Mon entreprise. Alors là, ici, et ça c'est bien qu'ils aient fait une liste déroulante. Je sais que quand on avait fait notre propre fichier Excel, on avait fait aussi pour éviter pour éviter trop de créativité en recherche d'emploi, sans emploi. Il y avait de tout. Et quand on veut automatiser ces calculs et ces stats, après, c'est trop compliqué. Donc là, je trouve ça très bien de limiter et de bloquer. Ici, c'est pareil. Par quelle voie d'accès et tac, tac, tac. Bon, là, ici, pas de difficulté, je pense. L'emploi dans les 6 mois, là, c'est quelque chose qu'on connaît aussi. Pareil, une liste déroulante qui permet d'éviter toute créativité. Voilà, il n'y a pas de surprise ici. L'intitulé de poste, pareil, les types de contrats, on est dans du déroulant. Donc, ils ont mis un autre, ce qui est bien, parce qu'au début, dans la première version, c'était quand même très, très borné, et il y a des cas où ça n'allait pas. Voilà, ça convenait pas, donc ici, c'est bon, on est un petit peu plus libre. Alors, ça, c'est nouveau. La quantité de temps de travail liée au poste occupé ou à l'activité indépendante en pourcentage. Dans quel cas ça se manifeste? On le voit beaucoup pour, je sais pas, je vais donner un exemple de métiers liés au bien-être. Vous avez des certifiés, allez, on va partir en sophrologie par exemple. Sophrologue, vous n'allez peut-être pas être sophrologue à 100% tout de suite dans les 6 mois après la certification. Vous allez peut-être avoir un métier purement alimentaire pour pouvoir vivre tout simplement. Donc là, ensuite, vous dites sur vos revenus annuels, combien de pourcents? Alors, on est au temps de travail, mais ça peut aussi être en lien avec le côté salarié, mais vu que maintenant on n'en parle plus à la rigueur, on va s'arrêter au temps. Donc par exemple, 20% de mon temps, je le passe en tant que sophrologue et 80% de mon temps dans d'autres activités ou d'autres emplois. Donc là, on se concentre bien sur le temps du poste qui nous intéresse par rapport à la certification. On ne va pas s'amuser à aller parler des autres choses. Est-ce que ça, c'est clair? Et puis, Maya. Merci. Alors, moi, je suis très embêtée parce que je suis sur un secteur d'activité où la pluriactivité est très fréquente et pas que dans les dans les conditions de contractualisation. Et on a beaucoup de gens qui font du CDD plus de l'indépendant ou du CDI plus de l'indépendant. Mais par contre, moi, j'ai énormément de personnes dans les 6 mois qui sont sur 2 activités professionnelles, voire qui choisissent de garder 2 activités professionnelles. Pour autant, le métier qu'ils exercent dans la certification visée, ils l'exercent réellement avec des compétences. Donc, jusqu'à présent, sur le premier, la grille que j'avais remplie au dernier renouvellement, je mettais les 2 métiers. Oui. Les 2 métiers étaient en lien avec la certification quand même? Ou pas? Ça dépend. La plupart du temps, je vais être transparente. Moi, je forme des profs de chant. On certifie des profs de chant.
Donc, on a plein de profs de chant qui sont chanteurs aussi, ça fait partie de leur métier. Oui. On a aussi beaucoup d'orthophonistes qui deviennent profs de chant. Ok. Donc, on est sur des choses un peu connexes. Oui. Mais des fois, ça n'a rien à voir, hein. J'ai eu un moment quelqu'un qui était informaticien et prof de chant. Donc, il exerce le métier. Mais il exerce, enfin, quand je lui pose la question quel est ton métier, il me dit les deux. Et là, ça me pose un problème sur ce dossier parce que je peux mettre, si je mets prof de chant et activité 50%, est-ce que c'est mieux que de mettre informaticien et prof de chant et le temps de travail au poste, 100% en fait, parce qu'il est en pleine activité. Et peut-être que dans 2 ans, il sera 100% prof de chant. Mais Ouais, alors, voilà, je suis un pour peu embêtée moi- avec ça. Pour moi, justement, pour moi, je trouve que cette colonne R, elle clarifie un peu les choses parce que si on veut rester centré sur la certification et les métiers en lien avec la certification, du coup, clairement, si l'informaticien, il est à 20% de son temps en prof de chant, dans ce cas-là, la quotité, c'est 20%. Et rien ne vous empêche de faire des stats par ailleurs, mais ça n'apparaîtra pas ici, pour expliquer ces cas de figure-là en disant que, certes, vous avez, je ne sais pas moi, peut-être 80% de votre promotion qui n'exerce pas à 100%, parce que c'est un choix, parce qu'ils sont chanteurs professionnels à côté, blabla, des choses qui sont en lien pour 30% de la promotion, ou rien à voir et c'est purement alimentaire, à côté, le temps de trouver sa clientèle en prof de chant. Moi, je pense que c'est intéressant d'avoir aussi des stats à côté, mais dans ce tableau-là, je ne mettrai, et je veux bien vos avis si vous l'avez fait, que ce qui est en lien purement avec la certification. Karine ? Oui, nous aussi, ça nous posait problème, cette nouvelle notion de quotité et son interprétation. Et on s'était interrogé sur le fait que c'était lié au poste, mais est-ce que c'était pas aussi intégrer les personnes qui seraient en temps partiel sur un début de carrière? Oui. Donc, c'est en fait, c'est toute la difficulté. Parce qu'un temps partiel, si on raisonne tel que vous le faisiez, un temps partiel, il est à 100% sur son poste, c'est-à-dire qu'il fait 100% de ses missions, il est complètement aligné dans son poste visé par la certification, mais dans son temps de travail, et dans la réalité, il n'est qu'à 80%. Donc, nous, on s'est interrogé sur cette notion-là. Donc, vous, apparemment, de façon plutôt collégiale, l'orientation, c'est vraiment la quote-part de travail aligné au poste de la certification, pas le temps effectif de travail de la réalité du contrat. Pour moi, c'est lié à la certification. Jean-Marc, vous pouvez préciser ce que vous dites, s'il vous plaît? Oui, pardon, je mets en route Pas de souci. mon micro et ma caméra. Oui, en fait, le Code du travail est assez clair. Il dit que le temps de travail effectif, c'est le temps pendant lequel vous êtes à la disposition de votre employeur et que vous ne pouvez pas vaquer à vos occupations personnelles. Ce qui veut dire que vous pouvez être à 100% sur un CDI et faire une activité connexe, ce qu'on appelle de façon un peu caricaturale. Il y a des milliards de noms à des acronymes américains, mais vous pourrez très bien être chanteur, être peintre, être écrivain, mais être à 100% en tant que conseiller bancaire. En revanche, la vraie question, c'est, moi, comme ça que je l'ai compris, il nous pose la question de savoir, est-ce qu'il est à mi-temps, est-ce qu'il est au tiers-temps, est-ce qu'il est à plein temps, soit pour des raisons personnelles, soit parce qu'il a un handicap. Et c'est peut-être plus comme ça, au sens légal, ça vous évite de rentrer dans des circonvolutions abominables, parce que le nombre de gens qui font des milliards de... Enfin, moi, à titre personnel, je donne des cours, je suis à 100% de mon temps, mais je pose mes cours, je donne mes cours sur mes congés. Et Oui. pourtant, je suis à 100%. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si vous rentrez dans la circonvolution, sauf pour les gens qui ont une activité indépendante, mais même en tant qu'indépendant, il peut très bien se déclarer à 100% dans le conseil et faire d'autres activités à côté. Sinon, vous Ça, je suis partez d'accord, mais comment dire, par rapport à votre métier de tous les jours, et si vous donnez des cours de chant, vous avez un métier à 100% au sens légal du terme, et qu'à côté vous donnez des cours de chant, mais que c'est en ça qu'on veut vous faire participer à ce tableau d'insertion, c'est quand même pour moi par rapport au temps, le fait que vous soyez à 100% sur votre autre métier, il n'a pas d'impact ici. Et on est bien quand même obligé de quantifier ce temps passé en tant que prof de chant.
Je pense que non, parce que la vraie question, c'est pourquoi est-ce que France Compétences nous pose cette question-là? C'est pour mesurer la quantité de travail au regard de la certification acquise. Est-il à 100% sur le métier pour lequel il a une certification qu'il a acquis? Il est à 100% au sens légal ou pas? Alors, ce que je vous dis ça, toute réserve par ailleurs, vous avez un arrêt de la d'une cour d'appel administrative qui interdit, c'était l'exemple d'une femme de ménage, mais c'est vrai pour n'importe qui, vous ne pouvez pas théoriquement dépasser plus de 44 heures sur 12 semaines consécutives ou 48 heures de temps de travail. Sinon, vous devez déclarer à votre employeur principal les autres activités que vous réalisez, sachant que vous êtes à 100% sur votre activité principale. Parce que vous ne devez pas vous-même veiller à ne pas vous mettre en danger à titre professionnel, à démultiplier vos activités et donc vous mettre en situation de fatigue. Et votre employeur principal doit le savoir. Dans le cas, surtout si vous travaillez avec la concurrence. C'est l'histoire chez nous, enfin chez tout le monde, c'est l'histoire des professeurs qui vont faire ce qu'on appelle faire des ménages. C'est-à-dire qu'ils sont à 100% chez vous officiellement, mais en fait, ils vont donner des cours en vacation à droite, à gauche. Et moi, je me suis retrouvé avec des professeurs qui faisaient 2000 heures de cours par an. Théoriquement, il a mis 607 heures son temps plein. Donc, vous avez une obligation légale à cet endroit-là. Et je pense que c'est peut-être plus comme ça que France Compétences le voit, cette quotité légale qu'autre chose. Sinon, vous vous rendrez compte, la sphère d'intimité dans laquelle vous devez rentrer, sachant qu'on parle d'activité professionnelle dite rémunérée. Alors, Maya, vous dites, c'est simple que cette colonne remplaçant les revenus, il s'agit de vérifier que l'actif est actif à 100% et donc son activité est viable. Oui, mais pas que, parce que le cas de figure que je donnais quand même, c'est qu'il y a quand même beaucoup de types de métiers pour lesquels, à 6 mois, on ne peut pas être à 100%. Et ça, il faut bien qu'on en fasse la démonstration à un moment donné. Donc, pour moi, il n'y a pas le 100% qui est attendu ici. Il est juste expliquer le cas et expliquer le pourquoi si jamais on n'est pas à 100%. Cécile ? Oui, effectivement, je suis assez d'accord avec vous. C'est-à-dire que ça permet, en fait, pourquoi France Compétences pose la question, pour moi, pour deux choses. Effectivement, voir les évolutions, parce que quand on accède à un nouvel emploi ou qu'on confirme sa situation en emploi, donc ça permet à 6 mois, à 2 ans de voir si on était à temps partiel, ça évolue, on a un temps plus conséquent, ou ça permet effectivement de voir si on est maintenu sur notre temps de travail, et peut-être qu'il y a des enquêtes complémentaires qui peuvent montrer que ça correspond aux aspirations des personnes qui visent ce métier. Et puis, ça fait référence au projet de certification, c'est-à-dire qu'il y a des projets de certification qui ont pour caractéristique, des emplois qui ont pour caractéristique d'être souvent exercés à temps partiel, d'être souvent exercés pour des personnes qui cherchent des pluriactivités. Donc, ça permet, moi je trouve ça vraiment intéressant qu'ils aient introduit quotité de temps de travail parce que ça correspond à des projets de certification, des emplois qui s'exercent de manière différente que la plupart du temps, CDI, temps plein, etc., etc. Donc, ça permet à la fois de préciser l'emploi et la réalité d'exercice de l'emploi pour ceux qui sont certifiés et ça permet de voir les évolutions aussi, je pense. Oui, je suis d'accord. Et alors, justement, je parlais des métiers du bien-être, etc. C'est quelque chose qui est très fréquent dans ces métiers-là. Et même là, enfin, prof de chant, c'est pareil. Ce type de métier, bien-être, artistique, c'est des choses, on ne peut pas souvent en vivre tout de suite, 6 mois après. Donc, c'est quand même pouvoir expliquer et puis quantifier le temps. Et puis, il y a des gens, ça va être leur choix aussi, d'être à 50% dessus, mais ça, pour moi, on peut l'expliquer dans le texte après, dans le complément, quoi. Étant donné la difficulté que l'on a à comprendre la question, que vont comprendre les enquêtés. Oui, justement, donc il faut vraiment être clair aussi dans ce que vous voulez savoir, mais je pense que ça dépend aussi des métiers, parce que sur certains, pourquoi je l'ai compris comme ça moi, parce qu'on a travaillé sur des choses du bien-être et des métiers liés à des activités plutôt artistiques.
Et donc, forcément, on est dans ce cas de figure où ce n'est pas viable et que les gens ont besoin d'avoir une autre activité à côté. Et je sais que ça a été souvent des points de discussion lors des entretiens avec les instructrices notamment. Et donc, moi, c'est pour ça que je le comprends comme ça. Après, si on est sur un métier plus stable, là, effectivement, on peut le comprendre comme juste, on est à 100% du temps parce qu'on a un contrat de 1600 heures ou on a on est à 50% du temps parce que voilà, on travaille que de jours et demi par semaine. Et je partirais sur la base d'un revenu, la part occupée par le métier visé. Alors là, ça pourrait être ça aussi. Et tout à l'heure, j'avais marqué ça, mais en fait, c'est pareil. Si je suis prof de chant, et qu'à côté, je suis informaticien dans une boîte dans laquelle je gagne très bien ma vie. Là, la part des revenus de prof de chant, ça va être encore plus minime que la part de temps que j'y consacre, en fait. Donc, c'est là où, effectivement, ils vont avoir besoin aussi de préciser les choses, mais où, selon les types de métiers, ça n'a pas le même sens. Je pense que là, on ne peut pas mettre tout dans une même case. Et on le voit bien parce que selon les dossiers aussi sur lesquels on a pu travailler, il y en a, c'est très clair. Et comme je dis, quand c'est un métier plus stable avec un accès à l'emploi assez facile derrière, là, la question ne se pose pas en fait. Mais tous ces métiers un peu plus précaires quand même, bah, c'est là où France Compétences attend d'être aussi rassurée et de comprendre la part occupée par le métier. D'ailleurs, nous, on a eu ce commentaire-là d'une instructrice qui était vraiment, il faut qu'on comprenne la part de temps que les certifiés passent à exercer le métier de la certification. Donc, c'est pour ça que moi, je suis partie avec ça un peu bille en tête parce que bah, ce cas de figure s'est présenté plusieurs fois. Céline ? Oui, est-ce que justement, c'est pas un faux problème, une fausse question? C'est-à-dire que quand on est dans un métier, dans un secteur avec des métiers standards, les gens ne vont pas trop se poser de questions. Voilà. Ils vont faire ce qu'a dit Jean-Marc, c'est-à-dire je suis à temps partiel 80%, Ouais. etc., pour des raisons X ou Y, parce qu'en plus, on peut avoir 80% et 20%, les 20% restants, parce que là, on vient de parler systématiquement d'un 100% sur X activités. Mais on peut très bien avoir un 80%, un pourcentage inférieur à 100, et le reste, on ne l'occupe pas à autre chose. Donc, est-ce que voilà, dans le standard, on va utiliser ce qu'il y a sur son contrat de travail, et dans les intermittents du spectacle, dans tout ce qui est très spécifique, est-ce que justement le titulaire, lui, ne va pas remplir ce qui est sa réalité et que ça va être dans la note d'opportunité qu'on va expliquer tout ce qu'il y a autour, et que là, on peut passer 2 heures à dire ce qu'on a tous imaginé. De toute façon, le candidat, le titulaire, il a déjà du mal à répondre. Si en plus on lui explique par un pavé ce qu'il y a derrière la quotité, on y arrivera. On aura bien l'info. Oui, tu as raison. Selon les métiers, ce sera très évident, effectivement. Voilà. Et la question qui va se poser derrière pour le certificateur, c'est doit-il aller confirmer auprès du candidat qu'il a bien répondu? C'est ça, en fait. L'enjeu, il ne va pas être sur le candidat, il va être sur le certificateur ou le partenaire quand c'est lui qui vérifie la véracité des réponses. Voilà, c'est plus, et ça va se faire au cas par cas. Je pense que c'est plus dans la note d'opportunité qu'il y aura cette phrase-là. Mais voilà, en fonction des secteurs, les réponses, je pense, sont différentes. Tout à fait. Donc j'enchaîne sur la suite, et comme je le disais, c'est que cet emploi moyen-long terme qui est toujours marqué facultatif, les rares fois où on s'est permis de ne pas le mettre, on en a eu la remarque, donc on le fait toujours quand l'info est disponible. Voilà. On avait une question de Sabine et nous, on s'est posé la même en interne. Comment envisagez-vous de gérer la rétroactivité des enquêtes à 6 mois où l'info n'était pas demandée? Qu'est-ce que toi, tu recommanderais de faire à ce moment-là? Moi, je demanderais le complément d'information pour être le plus carré possible, en fait. Ok. Voilà. Donc, l'air de rien, on a passé quand même beaucoup de temps sur ce fichier RNCP. Donc, je vais essayer d'aller extrêmement vite sur le RS.
Donc, l'ERS, c'est une nouveauté. Avant, on ne demandait pas aussi clairement d'étudier l'insertion. On le faisait, nous, sur nos dossiers RS, on le faisait systématiquement parce que c'était quand même toujours très intéressant en termes d'argumentation d'avoir des données sur les insérés. Donc, ici, on a, pareil, hein, les données d'entrant dans le parcours. On peut se poser exactement les mêmes questions, mais étant donné que là, on est sur des formations courtes, c'est moins problématique et on risque moins d'avoir des histoires de jurys glissants. Voilà. Données d'évaluation, ça, on est sur la même. Donc, bien évidemment, en RS, on n'a pas de certification partielle, hein, on a tout ou rien. Et donc là, c'est bien marqué facultatif données d'insertion. Là aussi, franchement, moi, je vous invite à le faire parce que ça permet de contextualiser pas mal de choses, notamment sur cette histoire d'origine. Parce que vous savez qu'un RS, c'est quand même extrêmement... Ah, attendez, je regarde juste ça. Voilà. Ça c'est important dans la liste déroulante. Quel est l'objectif pour le certifié d'avoir fait ce parcours, ce RS? Dans quel but? Et est-ce qu'au final, ça lui a bien servi comme ce qu'il souhaitait? Et je disais, voilà, vous savez bien que le RS, on doit être extrêmement précis sur le périmètre. Donc, quelles compétences, dans quel contexte de métier ou par rapport à quel métier, à qui s'adresse ce RS. Et donc, c'est important que ça puisse se lire aussi. Si vous dites que... je ne sais pas, par exemple, je vais partir en cuisine végétale et que ça s'adresse aux cuisiniers, donc des personnes déjà formées avec déjà un diplôme de cuisine, il faut que ça puisse se lire ici. Ce n'est pas juste du déclaratif, en fait. Donc, moi, je le trouve intéressant, ce tableau, et je trouve ça plutôt pas mal qu'il ait été fait. Et ensuite, vous avez ça, là, information sur le dispositif, qui est un petit peu... donc là, ça nous dit aussi la durée de la formation, on en parlait tout à l'heure, parce que pour une même certification, il va être intéressant de voir, notamment si vous avez différents organismes qui préparent à la certif, est-ce que les durées sont cohérentes? Si vous avez une même certification qui va former en 7 heures et une qui va former en 3 semaines, ça peut interroger effectivement sur le bien fondé, là pour le coup, de la formation. Est-ce que la formation permet bien d'accéder aux compétences de la certification? Situation à 6 mois, bon bah là on n'est pas sur un métier, étant donné que le métier au final il était déjà décrit sur l'origine du candidat, vu qu'on est dans de la compétence complémentaire. Est-ce que cette certification a bien eu un impact par rapport à la vie professionnelle du candidat? Donc ça, et vous pouvez ici par champ libre expliquer un petit peu pour chacun de vos certifiés en quoi le parcours certifiant lui a permis d'accéder à différentes choses, quoi. Et puis, date de l'enquête, hein, toujours. Attendez, je ne me rappelle pas l'avoir vu, la date de l'enquête sur RNCP. Ah si, date de l'enquête, j'ai rien dit. Il n'a rien dit. Voilà pour le RS. Je me remets dessus. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, j'ai vu un message que je n'ai pas lu. Pour une complétude de l'enquête à 6 mois, pas toujours facile en termes de temps et de ressources de collecter des compléments. Oui, tout à fait. Méthodologie pour être carré, du coup, en un minimum de temps. Ça dépend toujours de la taille de vos cohortes aussi. Vous avez des petites cohortes, j'ai envie de dire d'y aller au phoning directement ou de sous-traiter ça à un prestataire qui sait faire ça très bien aussi. Mais bon, parfois on n'a pas le budget. J'ai pas de baguette magique là-dessus. Ça dépend aussi de la complétude des enquêtes telles qu'elles ont été faites jusqu'à présent. Est-ce qu'il y a beaucoup d'informations complémentaires à aller chercher ou pas? Sinon, c'est vraiment bien border la chose
éviter que vos certifiés se sentent encore sollicités pour des informations qu'ils vont avoir l'impression d'avoir déjà données. Donc, je pense que c'est important de bien border le complément d'information en disant et en expliquant aussi surtout que des choses, le régulateur a un peu changé les règles du jeu, demande d'autres types d'informations. Donc, on se permet de revenir vers vous pour obtenir d'autres renseignements et vous dites clairement lesquels. Rémi? Oui, bonjour, merci pour tout. Je suis en train de construire ce fichier là depuis quelques semaines. C'est assez fastidieux et j'ai eu un peu un problème, c'est sur cette dernière colonne donc, date de l'enquête, puisqu'en fait j'ai des certifiés. Donc moi je vais déposer un dossier en janvier-février 2026 de renouvellement et donc j'ai des certifiés qui l'ont été en septembre, octobre, cette semaine encore, et j'en aurai encore dans 15 jours. Et du coup, je m'interrogeais si je devais les mettre dans ce tableau-là ou pas. Et je me suis dit que oui, parce que dans la notice qui est sur la gauche de votre tableau, il y a une dernière phrase qui est écrite tout en bas et qui indique que le nombre total d'enquêtés doit être égal à celui des certifiés. Voilà, il y a la dernière phrase, là, pas la rose, mais celle juste au-dessus. J'arrive pas à lire, mais... Une cohérence est nécessaire entre les onglets données d'évaluation et données d'insertion. En effet, le nombre de certifiés de l'onglet données d'évaluation doit être identique à celui figurant sur l'onglet données d'insertion, ce qui était pareil sur le cas du RNCP d'ailleurs. Ouais, ce qui fait que du coup, moi, j'ai pris le parti de compléter, je suis en train de le faire d'ailleurs ces jours-ci, de compléter le tableau avec, en fait, de sorte que la totalité des certifiés soit bien présent. Par contre, sur la partie droite du tableau, il y a une partie qui ne sera pas remplie puisqu'ils ont moins de 6 mois, ils auront que 2 ou 3 mois, quoi. Oui, ça, bon, pareil, vous le précisez, mais de toute façon, vous donnez, attendez, données évaluation. Non, il n'y a pas de date. Il va y avoir un écart assez important j'en ai peut-être 200 qui ont l'enquête à 6 mois et 50 de plus qui l'ont pas. Moi, je le mettrais ici, dans la situation à 6 mois, je mettrais juste en commentaire libre enquête non réalisée. Alors, attention, la situation dans les 6 mois, c'est jusqu'à 6 mois. On peut faire l'enquête avant les 6 mois si elle est déjà pertinente, en fait. Vous pouvez avoir des données d'insertion déjà 2 mois après. Bon, d'accord. Mais ce serait une possibilité, en tout cas, bien le garder en tête, parce que c'est vrai que pendant longtemps, même moi, j'avais en tête le truc, il faut enquêter à 6 mois. Non, c'est jusqu'à 6 mois, en fait. D'accord. Voilà. D'accord. Karine? Merci. Oui, merci. Merci Rémi, votre question fait écho à une question que je n'ai pas posée tout à l'heure, du coup, sur l'autre fichier, celui du RNCP. Je vais peut-être vous laisser terminer sur le RS et la garder pour la fin. Non, mais je crois qu'on a fini le RS, à moins qu'il y ait des questions spécifiques dessus. Alors justement, c'était simplement pour connaître un peu votre parti pris sur la colonne nombre d'années après obtention de la certification en année civile. Donc, on a cette colonne-là. Quid, comme là, le point d'entrée, c'est la date de certification, puisqu'on est bien sur la date de certification. Nous avons pris le postulat de dire que, voilà, je suis sur l'enquête à 6 mois. Alors d'ailleurs, je suis en train de me demander si sur la version enquête à 6 mois, si on a la colonne nombre d'années. Non, on l'a pas, parce que c'est pour le long terme, ouais. Donc, la même chose. Les bascules, année civile, quand on est sur la jonction à 2 ans, quel parti pris vous avez pris? Nous, on a dit, voilà, quand on est au-delà de 6 mois, on va dire 1 an et demi, on considère que c'est du 2 ans. De la même manière, quand on est à 2 ans et un peu moins de 2 ans et demi, on ne considère pas que c'est 3 ans. C'était juste pour connaître un peu vos usages. En fait, ça dépend aussi de quand sont vos dates. Si vous faites vos enquêtes à 6 mois et que tous les ans vous réinterrogez, donc vous êtes à 1 an et demi, 2 ans et demi, etc. Là, moi, pour le coup, je mets des décimales. Je mets du 1,5 ou du 0, enfin, pas du 0,5 parce que c'est 6 mois, mais voilà, je fais ça. Ou alors, vous décidez, je connais des organismes qui font à 6 mois puis à 2 ans, auquel cas, là, on a vraiment à 2 ans. Donc, je pense pas qu'il y ait trop de cas où vous faites entre les deux, c'est-à-dire entre la date due à 6 mois à renouveler tous les ans ou la date due à 2 ans, en fait. Je ne pense pas qu'on fasse du à 1 an et 8 mois, par exemple. Donc, voilà. Pour moi, ça fait des décimales en 5.
1,5, 2,5, etc. Ou alors des contrôles, selon comment Oui, non, ça c'est tombe. ça. C'est Voilà. notre parti pris aussi, mais je voulais savoir si c'était le parti pris un petit peu de tout le monde ou est-ce que derrière, ça s'affinait beaucoup plus que ça avec, voilà, donc du 0,5 quand on est vraiment à la jonction et sinon après, en année civile, ok. Ah, merci, pardon. Merci beaucoup. Pardon, c'est normal. Je pense qu'on a tout couvert sur les fichiers. J'ai l'impression, en tout cas, on n'a pas plus de questions dans le chat. Si on en a oublié au fur et à mesure, n'hésitez pas à prendre la parole là, pour nous les poser, qu'on puisse rebondir dessus. Et puis pareil, hein, si vous avez des questions, la conversation reste ouverte sur le Slack, par mail. Je peux vous remettre mon adresse mail là. Voilà, et puis Mélanie pourra vous accompagner à analyser un petit peu toutes vos insertions. Donc n'hésitez pas si vous avez un projet de création ou de renouvellement de certification. Oui, ça, pour le coup, c'est notre métier. Voilà. Il y aura Ah, effectivement un replay. On va le partager dans l'après-midi. Je devais faire un petit point sur la partie Digiform assertif, mais vu l'heure, je ne vais pas vous infliger ça. Juste à titre informatif pour tous ceux qui justement sont un petit peu en difficulté sur la collecte des données d'insertion notamment, mais de manière plus globale sur la gestion de leur certification. Digiform Assertif, c'est un logiciel qui vous accompagne vraiment sur tout le cycle de vie de la certification. Et sur cette partie données d'insertion, en fait, on automatise tout. C'est-à-dire qu'on automatise les envois d'enquêtes par email, on automatise les relances par email, par SMS, et on automatise aussi la génération des fichiers qu'on vient de voir. Donc, si vous l'utilisez vraiment pour toutes vos promotions, au moins, vous cliquerez sur un bouton et puis au renouvellement, vous aurez directement les onglets pré-remplis avec toutes les données d'insertion, mais aussi de parcours. Donc, n'hésitez pas. On en vrai gain de parlera temps, avec grand plaisir. On peut se faire une démo à l'occasion pour ceux que ça intéresse. Puis après, le sujet, du coup, enquête d'insertion, etc., je pense pourra aussi faire l'objet d'un autre atelier. Il y a pas mal de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui. J'allais dire, pour ceux qui sont un peu impatients sur ce sujet-là et qui veulent le creuser, on a un livre blanc sur notre site internet que d'ailleurs j'ai mis à jour avec les infos du décret. Je vais vous partager le lien. Ça vous permettra, pour ceux qui veulent creuser tout ça, d'aller regarder. En attendant qu'on fasse un échange plus approfondi. Et on a bien sûr hâte que le Vademecum sorte et on pourra le redécortiquer après et voir si on avait bien compris tout. Tout à fait. Merci en tout cas pour l'invitation. Merci pour votre présence à tous, vos questions, vos réactions. Oui, effectivement, merci à tous. Tiens, autre information à laquelle je pense, pour ceux qui utilisent pour le coup Digiform Assertif, je sais que vous êtes pas mal là autour de cette visio. On a les webinaires utilisateurs qui continuent et on a notamment un webinaire utilisateur sur les nouvelles enquêtes d'insertion qui sera début décembre. Donc, si vous allez sur le lien que vous avez dans votre newsletter, vous pourrez vous inscrire. N'hésitez pas. Et inscrivez-vous, ça vous permettra d'avoir le replay, même si vous ne venez pas. C'est important. Voilà, c'est que même si vous ne venez pas, vous avez le replay, alors que si vous n'êtes pas inscrit, vous n'avez pas de replay. Tant pis pour vous. Là, on parle vraiment pour les webinaires utilisateurs. Hein. Les ateliers OC Connect, on les partage sur Slack. Donc, si vous êtes sur le Slack, vous ne raterez rien. Ok, super. Au revoir, à bientôt. Petites infos. Ouais, merci à tous. Merci beaucoup, Mélanie, pour ce temps. Merci pour Et pour l'invitation. toutes ces explications. C'était super. J'espère en tout cas, mais je pense que ça en a aidé plus d'un à y voir plus clair. J'espère aussi. Merci à tous les intervenants qui ont participé, qui ont alimenté aussi, la discussion. C'est toujours très riche. Et puis, merci à tous et puis à bientôt pour le prochain atelier.